Bonsoir chers spectateurs. Veuillez me faire savoir de quel pays vous regardez avant que nous plongions dans mon histoire. Je m'appelle Odessa Mérin. J'ai 83 ans. Et hier soir, ma fille et son mari m'ont mise à la porte de leur maison en plein orage comme si j'étais un chien errant qui s'était trop aventuré. Je me tenais sur le porche d'entrée, mon manteau retenant à peine le froid, une seule valise abîmée à la main. Et j'ai regardé Liora, mon unique enfant, me fermer la porte au visage sans même me dire au revoir. La porte n'a pas claqué. Elle a fait un clic. Doux et définitif, comme la fin de quelque chose de sacré. Je suis resté là en silence tandis que la lumière du porche vacillait au-dessus de moi, projetant des ombres sur les murs de briques que je les avais aidés à peindre il y a 2 étés. Mes chaussettes étaient trempées dans mes chaussures, mes os me faisaient mal à cause du froid, mais le plus glacial de tout était ses yeux, secs, détachés, et déjà en finir avec moi. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Pas pendant qu'il pouvait me voir. La rue était vide, à l'exception du vent qui traînait l'eau dans les caniveaux et du gémissement du chien d'un voisin quelque part plus loin dans le quartier. Mon souffle embuait l'air tandis que je descendais du porche sur le trottoir, la pluie tapotant sur le dessus de ma tête comme un cruel rappel que j'étais maintenant seule. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien, que j'avais besoin de soins professionnels, que je devenais un fardeau. Mais je n'étais pas malade. Je n'étais pas confuse. Je savais exactement ce qui se passait. Dorian, le mari de Liora, ne m'a jamais voulu dans cette maison. Il m'a toléré un moment, souriant quand Liora regardait, mais chaque mot qu'il m'adressait avait un mordant derrière. Avec le temps, il a retourné son cœur contre moi, goutte à goutte, comme du poison dans du thé. Et j'ai bu chaque goutte sans le savoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai dépassé le buisson d'hortensia que j'avais planté dans leur jardin au printemps dernier, les pétales bleus maintenant affaissés sous l'orage, et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Je me souvenais de Liora enfant, s'accrochant à mes jambes dans la cuisine, me regardant cuisiner, murmurant ses rêves dans mon tablier. Je l'ai élevée seule après la mort de son père. J'ai abandonné mon travail pour lui faire l'école à la maison quand elle était victime d'intimidation en CE2. J'ai pris des travaux de couture supplémentaires la nuit pour payer ses cours de ballet, même quand mes doigts étaient trop enflés pour tenir une aiguille. J'étais à ses côtés durant chaque chagrin, chaque chirurgie, chaque triomphe. J'étais là. Toujours. Et pourtant, c'est ainsi qu'elle me remerciait, en écoutant cet homme, en me traitant comme un fardeau dont elle ne pouvait attendre de se débarrasser. Tout ce que j'avais jamais voulu, c'était de me sentir nécessaire. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était d'être effacée. Mes jambes tremblaient tandis que je continuais à marcher, incertaine d'où j'allais mais trop fière pour faire demi-tour. L'abri de bus près du parc était le seul endroit auquel je pouvais penser, à 2 pâtés de maison et à peine couvert, mais au moins il avait un banc. Je me souvenais d'y avoir emmené Liora quand elle était petite, la poussant sur les balançoires alors qu'elle riait et m'appelait son héros. Ces souvenirs me réchauffaient autrefois. Maintenant, ils me transperçaient. J'ai serré mon manteau plus fort et j'ai fixé le trottoir du regard. Chaque pas était plus difficile que le précédent, mais j'ai continué. Non pas parce que j'avais de l'espoir, l'espoir avait disparu avec le son de cette porte qui se fermait, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne pouvais pas me permettre un hôtel. Ma sécurité sociale tenait à peine jusqu'à la fin du mois. Je n'avais pas d'autre famille. Mes amis étaient soit morts, déments, ou trop loin pour aider. Au moment où j'ai atteint l'abri, mon dos criait et mon genou droit semblait sur le point de céder. Je me suis effondré sur le banc métallique froid, plaçant ma valise à côté de moi et serrant mon manteau plus fort. Les lumières des voitures qui passaient miroitaient dans les flaques autour de mes pieds, et le vent soufflait des gouttes de pluie sur mon visage comme de petites gifles. Je ne les ai pas essuyées. Je suis juste restée assise là, engourdie, tandis que la nuit engloutissait la rue dans le silence. J'aurais dû appeler quelqu'un. Mais qui? Je n'avais plus personne. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et j'ai fixé l'écran vide. Pas d'appel manqué. Pas de message. Même pas une notification de spam. La dernière fois que quelqu'un m'avait envoyé un message, c'était il y a 4 semaines. Liora me demandant si je pouvais acheter du lait sur le chemin du retour de la clinique. C'était tout. Voilà ce que j'étais devenue. Une course à faire. Une obligation. Un inconvénient. Puis j'ai entendu des pas. Pas le genre pressé de quelqu'un en retard pour le bus, mais lent et délibéré. J'ai levé les yeux, le cœur battant. Une silhouette est sortie de sous les arbres, tenant quelque chose dans sa main. Une veste peut-être, ou un sac. J'ai serré ma valise plus fort, incertaine si je devais courir ou prétendre être endormie. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. L'homme est entré dans la lueur du réverbère,
Et j'ai haleté. Je connaissais ce visage. Plus âgé maintenant, barbu, les yeux plus doux que dans mes souvenirs, mais c'était lui. Everett Langston. Le meilleur ami de mon défunt mari. Un homme à qui je n'avais pas parlé depuis près d'une décennie. Un homme qui m'avait autrefois tenu la main dans une salle d'attente d'hôpital quand mon monde s'écroulait. Et maintenant, d'une façon ou d'une autre, il était là, debout devant moi sous la pluie comme un fantôme d'une autre vie. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé avec ses yeux bruns familiers, remplis de quelque chose que je n'avais pas vu sur le visage de quiconque depuis des années, de la préoccupation. Une préoccupation réelle, humaine. « Odessa ?» a-t-il finalement dit, la voix basse et incertaine. « Est-ce vraiment toi ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Juste de l'air et de l'incrédulité. Comment cet homme pouvait-il apparaître ce soir, de tous les soirs? Était-ce de la chance? Le destin? Ou l'avais-je en quelque sorte appelé par ma seule misère? Ma gorge s'est serrée, et les larmes que j'avais retenues toute la nuit sont finalement venues. J'ai couvert mon visage de mes mains, honteuse et épuisée. Je n'avais pas pleuré depuis des années, pas quand j'ai enterré ma sœur, pas quand j'ai perdu ma maison. Mais maintenant, assise sous la pluie sur un banc destiné à l'attente, j'ai craqué. Everett s'est assis à côté de moi sans demander. Il a enlevé son manteau et l'a placé sur mes épaules. Il était chaud, épais, sentait légèrement la fumée de pipe et le cèdre. J'ai secoué la tête, essayant de le lui rendre, mais il a juste levé doucement la main. « Tu as toujours été têtu », a-t-il dit avec un triste sourire. J'ai ri à travers les larmes, le son amer et creux. « Tu n'as pas idée », ai-je murmuré. Nous sommes restés assis en silence un moment, l'orage faisant rage autour de nous, tous deux incertains de ce qui allait suivre. Mais dans ce calme, quelque chose en moi s'est agité, une lueur de force que je pensais avoir perdue. Peut-être que je n'avais pas de plan. Peut-être que je ne savais pas où j'allais. Mais je savais maintenant une chose, je n'avais pas fini. Pas encore. J'ai essuyé mon visage et me suis redressé. Je ne vais pas dans une maison de retraite, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Et je ne vais pas mourir sur un banc de parc. Everett a acquiescé. Alors sortons de la pluie, a-t-il dit. Il s'est levé et m'a offert son bras. J'ai hésité seulement une seconde avant de le prendre. Le froid s'accrochait toujours à ma peau, le poids de la trahison pesait toujours contre mes côtes, mais pour la première fois cette nuit-là, je me sentais un peu moins seule. Alors que nous descendions la rue, je n'ai pas regardé en arrière vers la maison de Liora. Qu'elle se demande où je suis allée. Qu'elle ressente ce silence. Parce que cette histoire n'était pas terminée. Pas même proche de l'être. Everett n'a pas posé de questions tout de suite, et j'en étais reconnaissante. La pluie s'était allégée en une douce bruine, et son camion, un vieux Ford bleu marine avec de la peinture écaillée et un moteur têtu, était garé à un pâté de maison sous le bourdonnement lumineux d'un réverbère. La portière passager a grincé quand il l'a ouverte, et j'ai dû m'agripper fermement à son bras juste pour me hisser sur le siège. Ma hanche a émis une petite protestation, mais je l'ai ignorée. J'avais connu pire. Alors que la portière se fermait derrière moi et que le moteur grondait, je suis restée assise tranquillement, regardant les essuie-glaces repousser mes larmes avec la pluie. Le silence entre nous n'était pas gênant. C'était une couverture dont j'avais besoin pour envelopper le chaos qui résonnait encore dans mes oreilles. Il a conduit sans me demander où je voulais aller, et pour une fois, j'étais reconnaissante que quelqu'un d'autre tienne le volant. Il m'a amenée à sa maison à la périphérie de la ville, nichée derrière un bosquet de pins dont j'avais oublié l'existence. C'était la même maison que sa défunte épouse, Marlène, avait autrefois transformée en paradis de jardin. Un porche couvert de vignes, de petits carillons en bois suspendus sous les avant-toits, des pots de fleurs sur chaque marche. Maintenant, c'était plus calme, usé, mais toujours d'une certaine façon magnifique. Everett m'a aidé à entrer et à placer doucement ma valise près de la porte comme un objet sacré. Le salon sentait l'huile de citron et la fumée de bois. Des livres alignaient les étagères en piles inégales. Une photo décolorée de Marlène était toujours posée sur la cheminée, souriant à la vie qu'ils avaient construite. Je voulais lui demander pourquoi il était encore seul après toutes ces années, mais la question s'est coincée dans ma gorge. À la place, je me suis assise sur le canapé en cuir marron, j'ai plié mes mains et j'ai attendu. Il m'a apporté une tasse de thé chaud sans me demander ce que j'aimais, de la camomille avec du miel. La façon dont je le buvais chaque soir avant de me coucher. Alors, a-t-il dit doucement, brisant enfin le silence. Vas-tu me dire ce qui s'est passé? J'ai fixé le thé pendant un long moment. Je ne voulais pas le dire à voix haute parce que dire la vérité la rendait réelle. Mais je savais que je ne pouvais plus la porter seule.
Elle m'a dit que j'étais un fardeau, ai-je murmuré. Elle a dit que Dorian pensait que je la retenais. Il ne voulait plus s'occuper de moi. J'ai levé les yeux, ma voix tremblante. Ils m'ont mise à la porte, Everett. Sous la pluie. Comme si j'étais une ordure. Sa mâchoire s'est serrée, et il s'est assis en arrière dans son fauteuil, fixant le sol. J'ai toujours su que cet homme avait du poison dans son sourire, a-t-il marmonné. Mais Liora, je n'aurais jamais pensé qu'elle laisserait ça arriver. J'ai lentement acquiescé. Moi non plus. Je l'ai élevée pour qu'elle soit gentille. Pour qu'elle défende les personnes qu'elle aimait. Je lui ai tout donné ce que j'avais. J'ai ri amèrement, secouant la tête. J'ai même vendu ma maison pour rembourser ses prêts étudiants. Tout. Parti. Everett n'a pas parlé pendant longtemps, mais quand il a finalement fait, sa voix était ferme. Tu ne restes pas dans un abri. Pas tant que je serai là. Je l'ai regardé, incertaine de ce qu'il voulait dire. Tu resteras ici, Odessa. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Cette maison a plus de pièces que je ne sais quoi en faire, et j'ai toujours la vieille machine à coudre de Marlène rangée dans le placard si tes doigts sont encore bons. J'ai cligné fort des yeux, mes yeux piquants. Personne ne m'avait offert une telle gentillesse depuis des années. Pas sans attache. Pas sans culpabilité. J'ai murmuré, « Pourquoi fais-tu cela ?» Il m'a regardé, sérieux. Parce qu'il fut un temps où tu m'as sauvé de moi-même. Maintenant c'est à mon tour. Le lendemain matin, le soleil est apparu, et je me tenais sur le porche arrière enveloppé dans un des vieux châles de Marlène, regardant le jardin qui était devenu sauvage par négligence. Les tomates s'étaient flétries. La lavande avait envahi l'allée. Mais le sol se souvenait encore comment faire pousser. Je me suis penchée et j'ai arraché une seule mauvaise herbe, et quelque chose en moi s'est agité, une lueur de but, de fierté. J'avais peut-être perdu ma maison, ma fille et la vie que je connaissais, mais je n'étais pas inutile. Pas encore. Je me suis fait une promesse ce jour-là, là dans la lumière matinale. Je ne m'effacerai pas. Je ne disparaîtrai pas tranquillement. Liora m'avait tout pris, mais elle ne m'avait pas prise, moi. Et je trouverais un moyen de reconstruire. Plus tard ce jour-là, j'ai appelé une vieille amie, Margot Shaw. Nous avions perdu contact après le décès de son mari, mais je me souvenais qu'elle dirigeait un cercle de tricot qui servait aussi de bouée de sauvetage clandestine pour les femmes de notre âge, veuves, retraitées, matriarches oubliées. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a halté, juré sous son souffle, et dit « Tu viens avec moi mercredi prochain. Porte quelque chose de vif. Nous ne sommes pas encore mortes. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Le son semblait étranger et doux. Peut-être que c'était à ça que ressemblait la guérison, pas dramatique ou rapide, mais lente, enracinée dans de petits actes de courage, entourée de personnes qui vous voyaient vraiment. Peut-être que je n'avais pas besoin de vengeance. Peut-être que j'avais juste besoin de me relever. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans la chambre d'amis de la maison d'Everett, fixant le plafond avec la lumière de la lune peignant des rayures sur le mur, j'ai pensé à Liora à nouveau. Je l'ai imaginée dans la cuisine, sirotant un café, riant à quelque chose que Dorian avait dit. Je me suis demandé si elle ressentait même un pincement de culpabilité. Et j'ai réalisé quelque chose, elle ne le ressentirait pas, pas encore. Parce que les gens comme elle ne remarquent pas ce qui a disparu jusqu'à ce que cela se dresse devant eux avec force, calme et inébranlable. Alors j'ai murmuré à l'obscurité, « Tu me reverras, Liora. Mais pas comme tu m'as laissé. » Les jours suivants se sont écoulés dans un rythme lent et étrange. Les matins commençaient par le sifflement de la bouilloire d'Everett et l'odeur du café noir fort. Il faisait toujours 2 tasses, une pour lui, une pour moi, et laissait la mienne près de la fenêtre de la cuisine, juste à côté du pot de fleurs qui contenait les violettes préférées de Marlène. C'était devenu un rituel silencieux, sans question. Je m'asseyais à cet endroit, sirotant lentement, regardant le jardin que j'avais commencé à nettoyer une mauvaise herbe à la fois. Le travail aidait. Mes mains se souvenaient comment bouger avec un but, même si mes os gémissaient un peu plus fort qu'avant. Everett ne rôdait jamais, mais il était toujours à proximité, lisant sur le porche, réparant quelque chose dans le hangar, fredonnant un vieux air de Johnny Cash sous son souffle. Il y avait la paix ici. Mais même la paix a des ombres. Et les miennes venaient chaque nuit, dans les moments calmes, quand je me souvenais de ce que Liora m'avait pris. Elle n'avait pas seulement pris ma place dans sa maison. Elle avait pris mon identité. Elle m'avait dépouillé du seul rôle auquel je m'étais accrochée toute ma vie, mère. Ce mot signifiait autrefois tout.
Il signifiait veiller pendant les fièvres. Il signifiait sauter des repas pour qu'elle puisse manger. Il signifiait sourire à travers les larmes quand elle est entrée à l'université et que j'ai réalisé que je serais seule pour la première fois en 18 ans. Je me suis sacrifiée, comme toutes les mères le font, mais peut-être que j'ai trop donné. Peut-être que je lui ai rendu trop facile d'oublier que j'étais une personne au-delà de ses besoins. Ce n'était pas juste la maison. C'était la façon dont elle m'avait effacée, comme si j'étais un chapitre qu'elle avait honte de lire à haute voix. Je pensais l'avoir préparée pour le monde. Je n'avais jamais imaginé que le monde lui apprendrait comment me jeter. Ce vendredi-là, Margot est venue me chercher dans une vieille berline jaune avec un attrape-rêve suspendu et une banquette arrière pleine de laine. Elle m'a salué avec du rouge à lèvres sur les dents, un parfum trop fort à mon goût, et un sourire qui refusait de vieillir. « Tu as l'air de quelqu'un qui essaie de ne pas être morte », a-t-elle dit, ouvrant grand la portière passager. « Monte. Nous allons dans un endroit où personne ne se soucie de combien de bougies d'anniversaire tu as soufflé. » J'ai ri malgré moi et je suis montée. Nous avons conduit jusqu'à une salle communautaire près de l'église, où des chaises pliantes et des chemins de table au crochet accueillaient une foule de femmes qui semblaient avoir été mises à l'épreuve par la vie sans être brisées. Le cercle de tricot était plus bruyant que prévu. Les femmes riaient, pleuraient, échangeaient des histoires de médecins inutiles, de petits-enfants insupportables et de filles distantes. C'était comme entrer dans un genre d'église différent, où la vérité était l'évangile et la survie était l'hymne. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, il n'y a pas eu de pitié. Seulement du feu. Une femme nommée Corinne a frappé la table et a dit « Ces nouvelles générations pensent que l'amour est transactionnel. Mais elles oublient, nous avons construit tout ce sur quoi elles se tiennent. » Une autre a acquiescé. Elles veulent nos histoires jusqu'à ce que les histoires deviennent gênantes. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ce genre de colère. Pas la tristesse silencieuse que j'avais avalée seule, mais une fureur partagée. Le genre qui confirme que vous n'êtes pas folle, pas dramatique, pas amère. Juste trahi. Nous sommes restés là, toute la table, et avons cousu un patchwork de cœurs brisés en quelque chose de beau. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti les coins de mon esprit se soulever. Je n'étais pas la seule mère mise de côté. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais être celle qui reviendrait plus forte. De retour chez Everett, j'ai recommencé à écrire. Rien de fantaisiste. Juste un carnet et un stylo, notant des bribes de souvenirs, des recettes, des conseils que j'aurais aimé que quelqu'un écrive pour moi. Au début, c'était juste de la thérapie. Mais bientôt, j'avais des pages remplies de pensées que je n'avais jamais dites à haute voix. Des avertissements. Des leçons. Des vérités sur la maternité, le vieillissement, le sacrifice et le silence. Everett a lu quelques pages un soir sans me le dire. Quand j'ai trouvé le carnet ouvert à côté de son fauteuil, je m'attendais à un jugement. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit « Ceci doit être lu ». J'ai secoué la tête. « Par qui ?» ai-je demandé. « Qui se soucie de ce qu'une vieille femme a à dire ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. Chaque femme qui a été laissée derrière. Et chaque fille qui pourrait encore avoir le temps de réparer. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon ancienne maison. Pas la chambre d'amis où Liora m'avait poussée, mais la vraie, celle que j'ai vendue pour payer ses dettes. Celle avec le jardin de roses et la balançoire de Porsche que j'avais achetée d'occasion avec ma première prime. Dans le rêve, la maison était vide, mais pas brisée. Je me tenais dans le salon, entourée de lumière, et je pouvais entendre de la musique jouant dans la cuisine. J'ai parcouru les pièces en touchant les murs, les sentant se souvenir de moi. Et quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Liora était là. Mais elle n'a pas parlé. Elle m'a juste regardé m'éloigner. Quand je me suis réveillée, j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas seulement guérir. J'allais construire. Quelque chose de réel. Quelque chose de durable. Quelque chose qui survivrait au silence que Liora m'avait laissé. Et peut-être, juste peut-être, elle en entendrait parler. Et ressentirait la douleur de l'absence là où mon amour vivait autrefois. Ça a commencé avec mes mains dans le sol. Le jardin d'Everett était devenu une jungle de mauvaises herbes, d'herbes envahies et d'herbes sauvages. La plupart des gens y auraient vu un désordre. Mais j'y ai vu une toile. Mon dos me faisait mal, et mes genoux craquaient chaque fois que je me penchais, mais le jardin ne se souciait pas de mon âge. Il répondait à mon toucher comme il l'avait toujours fait, avec de la vie. J'ai commencé lentement, dégageant une parcelle à la fois. J'ai trouvé les racines du vieux rosier que Marlène aimait autrefois, s'accrochant encore à la terre. Et en arrachant les mauvaises herbes, j'ai ressenti un sentiment de familiarité,
comme si je me réintroduisais à une partie de moi que Liora avait enterrée. Cet endroit ne me demandait pas de me rétrécir. Il me demandait de planter, de fleurir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de puissant s'agiter sous ma peau. Un but. Everett me regardait depuis le porche, un livre sur ses genoux, mais ses yeux toujours sur moi. Il offrait souvent son aide, mais je le repoussais avec un doux sourire. J'avais besoin de faire cela de mes propres mains. L'acte de creuser, de retourner, de planter, c'était un médicament. J'ai planté des tomates, de la lavande, des soucis, même des fraises. Chaque graine que j'ai enfouie dans le sol était comme un petit vœu à moi-même. Je n'ai pas fini. Je suis toujours là. Je compte toujours. Le mot a commencé à se répandre en ville. Quelques-unes des femmes du groupe de tricot de Margot sont passées pour discuter, apportant des boutures, du compost et des conseils. Corinne m'a apporté un lot de menthe sauvage. Margot a déposé les bocaux à conserve de sa mère, disant « Tu en auras besoin une fois que tu récolteras comme une reine. » Et juste comme ça, le jardin d'Everett est devenu un lieu de guérison pas seulement pour moi, mais pour d'autres aussi. J'ai commencé à écrire plus sérieusement après cela. Mon carnet s'est transformé en classeur. Le classeur en un dossier de pages tapées qu'Everett m'a aidé à imprimer à la bibliothèque. Plus j'écrivais, plus je me souvenais de choses que je ne m'étais pas permis de ressentir. La honte, l'amour, la confusion, même la culpabilité. J'ai écrit sur la maternité, oui, mais aussi sur l'invisibilité. Comment un jour, les gens cessent d'écouter quand vous parlez. Comment vous commencez à vous effacer du chemin. J'ai écrit pour la femme âgée qui entre dans la pièce et n'est jamais saluée. Pour la grand-mère dont les histoires sont sautées. Pour la mère qui a tout donné et à qui on a quand même dit que ce n'était pas assez. Everett a commencé à appeler mes pages les lettres du jardin. Parce que ce sont des graines, a-t-il dit. Elles pousseront chez les personnes qui en ont besoin. Puis est venu l'appel téléphonique. J'ai failli ne pas répondre parce que je ne reconnaissais pas le numéro. Mais quelque chose en moi a dit de décrocher. Allô ? Ai-je dit, prudemment. Il y a eu une pause, puis une voix familière que je n'avais pas entendue depuis plus d'1 an. Odessa. C'était Clara, la fille de ma sœur, la nièce que j'avais aidée à élever après la mort de sa mère. Elle vivait à 2 états de distance et ne m'avait pas parlé depuis le mariage de Liora. Tante. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Liora a dit à tout le monde que tu étais partie de ton propre chef. Mais maintenant j'entends autre chose. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé ma voix ferme. Je ne suis pas partie, Clara. J'ai été laissée. Son souffle s'est arrêté. Je suis tellement désolée. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Elle a demandé si elle pouvait venir. Je lui ai dit oui, même si mon cœur était incertain. Une partie de moi craignait ce que sa visite remuerait. Mais une autre partie, celle qui avait appris à grandir à nouveau, se sentait prête. Clara est arrivée 2 jours plus tard avec un bouquet de tournesol et des larmes déjà dans les yeux. Elle m'a serré dans ses bras plus fort que quiconque depuis des mois. « Tu as l'air forte » a-t-elle dit, reculant pour m'examiner. J'ai souri. Je le suis. Nous avons parcouru le jardin ensemble, et je lui ai tout raconté, doucement, sans amertume, mais avec vérité. Elle a pleuré. Pas moi. J'avais assez pleuré. Elle a demandé si elle pouvait t'aider à partager mes écrits en ligne. Tu as une voix, tante, a-t-elle dit. Et les gens ont besoin de l'entendre. Elle m'a aidé à créer un simple blog appelé Le Jardin d'Odessa. En 1 semaine, des dizaines de femmes lisaient. Certaines ont répondu. Certaines ont partagé leurs propres histoires. Je ne m'y attendais pas. Je ne l'avais pas prévu. Mais cela ressemblait à une sorte de justice dont je n'avais pas osé rêver. Un matin, Everett a apporté le courrier et m'a tendu une fine enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte. Simple. Blanche. Sans nom. Juste une phrase de l'écriture de Liora. J'ai vu le blog. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je l'ai fixé longtemps. Elle ne s'était pas excusée. Elle n'avait même pas reconnu ce qu'elle avait fait. Mais elle m'avait vu. Après tout ce temps, elle m'avait enfin vu. Everett se tenait derrière moi, silencieux. Tu vas lui répondre ? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore, ai-je dit. Elle commence tout juste à remarquer ce qu'elle a jeté. Il a acquiescé et est retourné à la cuisine, me laissant avec la carte. Ce soir-là, j'ai planté un nouveau rosier à côté de l'ancien. Rose foncé, avec des pétales si doux qu'ils ressemblaient à un souvenir.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste pressé mes paumes dans la terre et murmuré, « Je grandis encore ». Le vent a agité les feuilles, et quelque part au loin, le tonnerre a de nouveau grondé. Mais cette fois, je n'avais pas peur des orages. C'était tôt le matin quand la deuxième lettre est arrivée. Cette fois, pas de Liora, mais de son mari. Dorian. Everett l'avait placé sur la table de la cuisine pendant que je taillais la lavande. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Très nette, agressif. Un homme habitué au contrôle, habitué au dernier mot. L'enveloppe était épaisse, et j'ai hésité avant de l'ouvrir. Everett a levé un sourcil quand il m'a vu entrer avec la lettre. « Ça va » a-t-il demandé, doucement. J'ai acquiescé, même si je n'étais pas sûre. Je me suis assise, les déchirées, et j'ai lu chaque mot sans ciller. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un avertissement. « Liora pleure depuis des jours », commençait-il. « Ton petit site web l'humilie. Retire-le avant que ça devienne laid. » Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de fureur. Il pensait encore que je pouvais être intimidée. Que je me retirerais juste parce que la vérité le mettait mal à l'aise. J'ai plié la lettre en deux et l'ai placée dans la cheminée sans dire un mot. Les flammes l'ont avalée rapidement, faisant friser les coins en cendres. Everett m'a regardé mais n'a pas interrompu. Il savait. Il comprenait la rage qui reste silencieuse dans le ventre d'une femme trop longtemps et trouve finalement ses jambes. Ce soir-là, j'ai écrit un nouveau post intitulé « Quand il réalise que vous ne revenez pas ». Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'avais pas besoin. J'ai parlé d'expulsion émotionnelle, de filles élevées dans l'amour qui le rendaient avec du silence, d'hommes qui portaient le charme comme une armure et maniaient la culpabilité comme une arme. Le post est devenu viral. Des milliers de vues du jour au lendemain. Des femmes et même quelques hommes ont inondé les commentaires. L'un a écrit « C'était l'histoire de ma mère, mais elle n'a jamais eu les mots ». Un autre a dit « Vous m'avez aidé à me pardonner d'être parti ». Je me suis adossée à ma chaise et j'ai laissé les mots se déposer en moi. Pour la première fois, ma douleur était devenue quelque chose de plus qu'un souvenir. Elle était devenue un mouvement. Mais quelque chose d'autre a commencé à changer aussi, le pouvoir. Plus je devenais visible, plus la version de l'histoire de Liora se fissurait. De vieux amis ont commencé à me contacter. Une femme nommée Bettina, qui me connaissait depuis que nos filles jouaient dans la même équipe de T-ball, a appelé et a dit « Je veux juste que tu saches, tout le monde parle, et personne ne prend son parti. » Je ne voulais pas jubiler. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de vérité. Je n'ai jamais demandé à Liora d'être parfaite. Je voulais juste de l'honnêteté. Mais elle avait construit une vie sur la commodité, et ma présence, mon vieillissement, mes besoins, ma mémoire, étaient devenus incommodes. Maintenant elle ne pouvait plus me faire taire, et je pense que cela la terrifiait. Je n'étais plus seulement sa mère. J'étais son miroir. Et les miroirs ne mentent pas. Une semaine plus tard, j'ai été invitée à parler dans un centre communautaire pour femmes. Moi, Odessa Mérin, 83 ans, ancienne secrétaire, veuve, et maintenant, apparemment, une voix que les gens voulaient entendre. J'ai porté un chemisier bleu que Clara m'avait envoyé, et j'ai épinglé la broche de Marlène au col. Quand je me suis tenue au pupitre, ma voix s'est brisée une fois, mais ensuite elle a coulé. J'ai parlé non pas comme une victime, mais comme une survivante. J'ai partagé combien il est facile de disparaître après 60 ans, comment les gens cessent de vous regarder dans les yeux, comment la famille peut être la première à oublier votre valeur. Et comment, parfois, la guérison ne signifie pas faire la paix avec le passé, mais apprendre à grandir autour de la blessure. Quand j'ai terminé, les applaudissements n'étaient pas tonitruants, ils étaient longs, doux, réguliers, comme la pluie sur une terre sèche. De retour chez Everett cette nuit-là, j'ai trouvé une autre lettre dans mon carnet, celle-ci manuscrite, pliée soigneusement entre les pages. Everett a souri timidement. Je ne savais pas où d'autre la mettre. Je l'ai dépliée, et cette fois l'écriture était plus douce. Incertaine. C'était de Liora. Maman, je suis désolée de t'avoir blessée. Je ne réalisais pas à quel point. Dorian dit que nous devrions nous rencontrer. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai fixé longtemps. Une partie de moi avait désiré entendre ces mots. Mais une autre partie, celle qui avait passé les dernières semaines à se reconstruire depuis les racines, se sentait prudente. Je ne voulais pas être attirée à nouveau dans le silence, dans l'obligation, dans l'effacement lent auquel j'avais finalement échappé. Cette nuit-là, Everett et moi nous sommes assis sur le porche sous un ciel plein d'étoiles.
Je lui ai montré la lettre, et il n'a pas dit un mot. Il a juste tendu la main et a doucement pris la mienne. J'ai regardé le jardin, brillant faiblement sous la lumière de la lune. Mes roses avaient fleuri. Pleinement. Magnifiquement. Je ne sais pas quoi faire, ai-je murmuré. Il a acquiescé. Tu n'as pas à décider ce soir. Ni demain. Prends ton temps. Elle t'a fait attendre. Maintenant laisse-la attendre. Ces mots ont pénétré profondément, comme de l'eau dans une terre sèche. Assise là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je n'attendais plus que Liora change. Je n'attendais plus d'être invitée dans sa vie. J'avais la mienne maintenant. Une qui ne se rétrécissait pas pour s'adapter à son confort. Une qui avait de la valeur, une voix, et des racines poussant dans un vrai sol. Qu'elle le voie ou non, ce n'était plus mon fardeau. Je n'ai pas appelé Liora. Pas tout de suite. Pendant des jours, j'ai gardé sa lettre glissée entre les pages de mon carnet comme une fleur pressée, fragile, inachevée, attendant que le temps la rende soit plus douce, soit plus cassante. Je la touchais parfois en écrivant, juste légèrement, comme si j'essayais de mesurer la sincérité dans son écriture. Mais je n'étais pas pressée. Il y avait trop de moi qu'elle n'avait pas vu. Trop de moi dont je me souvenais seulement maintenant. Chaque jour, je parcourais le jardin d'Everett avec des cisailles dans une main et un carnet dans l'autre, m'occupant des choses qui poussaient et des choses que je devais écrire. Le blog continuait à fleurir. Un journaliste local m'a contacté pour présenter mon histoire dans une série appelée Voix d'argent, les aînés qu'ils ont oubliés. J'ai dit oui. Et pour la première fois, un photographe est venu, non pas pour prendre une photo pour une carte d'identité senior, mais pour me capturer telle que j'étais maintenant, vivante, pas en train de m'effacer. L'article est paru en ligne et en version imprimée. Le titre disait « Jeter mais pas briser. Comment une grand-mère a fait pousser une nouvelle vie à partir de rien ». Ils ont utilisé une photo de moi debout dans le jardin, le vent tirant sur mon châle, les mains couvertes de terre. J'avais l'air forte. Pas comme quelqu'un qui avait été secouru, mais comme quelqu'un qui avait refusé de disparaître. L'histoire a attiré encore plus d'attention sur le blog. Des femmes ont commencé à partager leur propre parcours. L'une m'a dit qu'elle avait fait ses valises après avoir lu mon post au cas où personne ne dit jamais merci. Elle a quitté un mariage émotionnellement abusif de 40 ans et est allée vivre avec sa sœur dans l'Oregon. Une autre a dit que sa fille avait pleuré après avoir lu un de mes textes et avait supplié pour une seconde chance. Il y avait des ondulations qui se formaient maintenant, des conversations qui semblaient autrefois impossibles. Non pas parce que j'étais spéciale, mais parce que j'avais osé parler. J'étais devenue la voix dont j'avais autrefois eu besoin. Pourtant, Liora persistait au bord de mes pensées comme une ombre qui ne bougerait pas avec le soleil. J'essayais de ne pas imaginer ses journées, ce qu'elle cuisinait, si elle riait, si elle regardait jamais mon ancienne chambre et ressentait le poids de son vide. Mais imaginer était une malédiction de mère. Peu importe l'âge de votre enfant, vous vous demandez s'il a assez chaud. Assez en sécurité. Assez honnête, avec lui-même. Je me suis alors souvenu de ma propre mère. Ses mains dures. Son silence. La façon dont elle n'a jamais dit une fois qu'elle m'aimait mais le montrait dans le café amer qu'elle préparait chaque matin, dans les vêtements qu'elle raccommodait après minuit. Elle ne s'est jamais excusée, même quand j'ai quitté la maison à 17 ans après notre dernière dispute cruelle. Et je ne l'ai jamais appelée jusqu'à ce que je me tienne à ses funérailles. J'ai pensé, je ne veux pas être cette histoire. Mais j'ai aussi pensé, je refuse d'être la seule à faire le raccommodage. La décision est venue un matin en écossant des poids sur le porche arrière. Everett était assis à côté de moi avec une radio jouant du jazz doux. J'ai levé les yeux vers les montagnes, respiré l'odeur du romarin, et dit, je vais la rencontrer. Mais à mes conditions. Il n'a pas demandé quelles étaient ses conditions. Il a juste acquiescé comme s'il l'avait su depuis le début. J'ai écrit une lettre à Liora. Manuscrite, pas tapée. Je lui ai dit que j'étais contente qu'elle ait pris contact. Que je n'étais plus en colère, mais que je n'étais pas prête à prétendre que rien ne s'était passé. Je l'ai invitée au jardin. 1 heure. Une conversation. Pas de Dorian. Si elle voulait se présenter comme ma fille, elle devrait venir seule. Et avec les mains ouvertes, pas des griffes. Je l'ai postée avec un souffle lent et tremblant, puis je l'ai laissée partir. Cette nuit-là, Everett ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il m'a juste tendu une tasse de thé et a dit « Alors, des tomates, hein ?» J'ai souri dans la vapeur. Des tomates. Nous sommes restés là, la nuit nous enveloppant comme une vieille couverture, chaude et effilochée au bord. J'ai pensé à ma mère.
à ce que j'avais hérité, à la fois la douleur et la persévérance. Et j'ai réalisé, peut-être que la guérison n'est pas la porte qui s'ouvre en grand à nouveau. Peut-être que c'est la laisser déverrouiller. Juste au cas où. Liora est revenue le lendemain. Et le jour d'après. Toujours tôt, toujours avec quelque chose dans les mains, des sachets de graines, du pain fait maison, une fois même une vieille paire de cisailles de jardinage rouillées qu'elle a dit appartenir à sa grand-mère. Elle ne restait jamais longtemps. 1 heure ici, 90 minutes là. Mais elle travaillait. Silencieusement. Soigneusement. Elle a appris à arroser sans trop mouiller, à s'agenouiller sans écraser les semis. C'était étrange au début, ce nouveau rythme entre nous. Ce n'était pas mère et fille. Pas encore. C'était plus comme deux femmes essayant de parler la même langue à nouveau après des années de silence. Et parfois, nous ne parlions pas du tout. Parfois, ce silence était ce dont nous avions besoin. J'ai remarqué de petites choses, la façon dont elle me regardait pour approbation quand elle taillait les soucis, comment elle replaçait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse, tout comme elle le faisait enfant. C'étaient des morceaux d'elle que je n'avais pas vus depuis des années, cachés derrière son mariage, sa fierté, sa distance. Un après-midi, alors que nous arrachions des mauvaises herbes près du figuier, elle a demandé « Penses-tu parfois à revenir dans la maison ?» La question m'a prise au dépourvu. Mes doigts se sont arrêtés en plein arrachage, et je les regardais, essayant de voir l'intention derrière les mots. Était-ce de la culpabilité? Était-ce un geste grandiose, trop tardif? Ou ouvrait-elle vraiment une porte? Pourquoi? Ai-je demandé doucement. Liora a baissé les yeux. Parce que c'était mal ce que nous avons fait. Je sais que c'était l'idée de Dorian, mais je ne l'ai pas arrêté. Je voulais, mais j'étais si fatiguée. De tout. D'être au milieu. De ne pas savoir comment être à la fois une fille et une épouse. Je me suis redressée sur mes talons, mes genoux raides. Tu n'étais pas au milieu, Liora, ai-je dit. Tu as fait un choix. Et quand les gens te montrent qu'ils peuvent choisir contre toi une fois, tu apprends à ne pas leur rendre la tâche si facile la prochaine fois. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste acquiescé, se mordant la lèvre, ses yeux vitreux de regret. Je sais, a-t-elle murmuré. J'aurais juste aimé ne pas le réaliser si tard. J'ai pris ma truelle et j'ai commencé à creuser une nouvelle rangée. Il ne s'agit pas de la maison, ai-je finalement dit. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de confiance. Et ce genre de choses, tu n'y retournes pas. Tu y grandis. Elle a expiré, ses épaules s'affaissant. D'accord, a-t-elle dit. Alors je vais grandir. Et pour la première fois, je l'ai cru. Le mot sur le jardin d'Odessa a continué à se répandre. Le blog est devenu quelque chose de plus grand que je n'avais jamais imaginé. Un éditeur d'une maison d'édition a envoyé un email à Clara demandant si j'avais déjà envisagé de transformer mes posts en livres. Moi, une femme qui n'avait pas été vue dans sa propre famille, était maintenant invitée à écrire pour le monde. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi pendant quelques jours. Je n'étais pas sûre de vouloir que ma douleur soit conditionnée. Mais Everett m'a rappelé, tu n'écris pas seulement sur la douleur. Tu écris sur comment tu y as survécu. Et les gens ont besoin de savoir que la survie ne ressemble pas à une fin hollywoodienne. Elle ressemble à des plants de tomates et des excuses tremblantes et de vieilles femmes qui n'abandonnent pas. Un dimanche matin, Everett m'a conduite à la bibliothèque municipale, où j'étais invitée à parler. C'était la première fois que je me tenais devant une foule qui n'était pas juste curieuse. Elle était révérencieuse. Des dizaines de visages, certains plus âgés, certains jeunes, principalement des femmes. J'ai parlé du silence. De comment des générations de femmes ont été enseignées à endurer silencieusement. Comment le vieillissement ne nous rend pas sans importance. Il nous rend rares. J'ai lu un texte intitulé « Les choses que nous ne disons pas à haute voix », une lettre que j'ai écrite à mon moi plus jeune, lui rappelant qu'être bonne et être respectée ne sont pas la même chose. Quand j'ai terminé, il n'y a pas eu d'applaudissements. Il y a eu des larmes. Des femmes ont fait la queue pour me tenir les mains, pour murmurer merci et moi aussi. Je suis rentrée chez moi ce jour-là non seulement vue, mais revendiquée. Par des personnes qui reconnaissaient la guerre que j'avais traversée avec grâce et de la terre sous les ongles. Ce soir-là, Liora est réapparue. Elle tenait une boîte cette fois. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, moi dans la trentaine, Liora en bas âge, des fêtes d'anniversaire, des matins de Noël, des polaroids de pique-nique que j'avais oubliés. J'ai fouillé le grenier, a-t-elle dit. Je ne savais pas combien de fois j'avais l'air heureuse grâce à toi. J'ai feuilleté lentement les photos.
J'ai toujours voulu que tu ressentes ça, ai-je dit. Elle a acquiescé. Je pense que j'ai oublié. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de regarder. Elle est restée là, incertaine de rester ou de partir, jusqu'à ce qu'Everett apparaisse derrière moi avec 2 tasses de chocolat chaud. « Tu restes pour dîner ?» lui a-t-il demandé, nonchalamment. Elle a hésité. Puis m'a regardé. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas dit non. Elle s'est assise sur le porche, entre nous. Cette nuit-là, nous avons mangé ensemble pour la première fois depuis près d'1 an. Pas de cris. Pas de larmes. Juste le son des fourchettes et des grillons et d'une porte laissée silencieusement déverrouillée. C'était presque poétique. La première fois que Liora est venue sans Dorian, elle n'a apporté que ses mains et un récipient en plastique de casserole de poulet. Pas d'excuses dedans. Pas de grands discours. Juste le dîner. Et le silence. Elle a remonté le chemin du jardin lentement, comme si elle avait peur de faire fuir la paix que nous avions soigneusement plantée entre nous. Everett taillait déjà les haies quand elle est arrivée, et j'étendais le linge sur la corde. Quand je l'ai vue, je n'ai pas bougé. Pas tout de suite. J'avais besoin de voir si elle venait avec un plan, ou une supplication. Mais elle a dit seulement 6 mots, je l'ai quittée. J'ai besoin d'espace. Je n'ai pas demandé de détails. Je pouvais les voir écrits sur tout son corps, la façon dont ses épaules s'affaissaient, la façon dont ses doigts se recroquevillaient comme si elle essayait de ne pas tendre trop loin. Quoi qu'il se soit défait entre eux avait pris des années à s'enrouler, et peut-être le même nombre pour se défaire. Mais quelque chose dans son ton, quelque chose de plus stable qu'avant, m'a dit que ce n'était pas une autre tempête dramatique. C'était une reddition silencieuse. Un tournant. Il y a une chaise sur le porche, ai-je dit simplement. Si tu veux t'asseoir. Elle a acquiescé et est montée sur les marches sans un mot, plaçant soigneusement le plat de casserole sur la table d'appoint comme une offrande de paix faite de mémoire. Nous avons mangé dehors ce soir-là, moi, Liora, Everett et Clara, qui était passée déposer des chutes de tissu pour son prochain projet de quilting. Nous 4 étions assis en carré, des serviettes sur nos genoux, passant du pain de maïs et de la salade de pommes de terre comme si c'était n'importe quelle autre nuit d'été. Mais je n'ai pas cessé de regarder Liora du coin de l'œil. Elle était différente. Pas nécessairement plus douce. Mais plus calme. Comme une femme qui avait finalement épuisé les excuses et trouvé quelque chose de plus précieux que d'avoir raison, être réelle. À un moment, Everett a fait une blague sur la façon dont son figuier poussait plus vite que la boussole morale de la ville, et Liora a ri. Un rire plein et réel. Je n'avais pas entendu ce son depuis des années. Cela m'a surprise. Et puis, cela m'a réchauffée. Après le dîner, Clara est rentrée chez elle, et Everett s'est excusé pour aller faire la vaisselle. Liora et moi sommes restés sur le porche, regardant les étoiles apparaître, la nuit encore chaude et bourdonnante. Je n'ai pas pleuré depuis que je suis partie, a-t-elle dit soudainement. Je pensais que je le ferais, mais non. Je l'ai regardé. Cela te fait peur. Elle a secoué la tête. Non. Cela semble honnête. Comme si mon cœur avait finalement été fatigué de prétendre que tout allait bien. Et maintenant il attend juste que je rattrape. Je comprenais ce sentiment. Profondément. Quand as-tu su, lui ai-je demandé, qu'il n'était pas le bon? Elle a tripoté un fil lâche de son chemisier. La nuit où j'ai verrouillé la porte derrière toi. Je ne pouvais pas dormir. Il m'a dit que j'avais fait la bonne chose, mais je me sentais comme si je t'avais enterrée vivante. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Tu ne m'as pas enterrée, Liora. Tu m'as libérée. Et tu ne le savais même pas. Elle a levé les yeux, surprise. Tu dis ça comme si c'était une bonne chose. J'ai lentement acquiescé. Ça l'était. Je ne savais pas qui j'étais en dehors de toi jusqu'à ce que je doive vivre sans toi. Et maintenant, je ne reviendrai pas à cette version de moi. Même si tu suppliais. Elle a expiré profondément, comme si le poids de cette vérité ouvrait quelque chose en elle. Je ne veux pas de l'ancienne version de toi, a-t-elle dit. Je veux celle-ci. Celle qui dit des choses difficiles et plante des jardins et écrit des histoires qui font que les gens se sentent comme s'ils comptaient. Nous sommes restés là pendant un long moment, respirant simplement dans le calme. Puis, d'une petite voix, elle a demandé « Est-ce que je peux revenir ? Pas comme ta soignante. Pas comme ta fille essayant de tout réparer. Mais juste, comme quelqu'un qui veut te connaître à nouveau. » Je n'ai pas répondu avec des mots. Je me suis levée, j'ai marché vers le côté du porche, et j'ai saisi une petite pelle de jardinage. Puis je la lui ai tendue. « Viens demain. Les petits pois ont besoin d'être éclaircis. »
Elle a souri, les yeux à nouveau vitreux, mais elle a retenu les larmes cette fois. D'accord, a-t-elle dit. Demain. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit un nouveau post, celui que j'avais trop peur d'écrire avant. Il s'intitulait « Elle est venue sans son mari ». Je n'ai pas cité de nom. Mais j'ai écrit sur ce que cela signifiait pour une femme de se choisir elle-même. De s'éloigner du confort et de la commodité, et d'entrer dans l'incertitude, juste pour se tenir dans la vérité. J'ai écrit sur le genre d'excuses qui n'ont pas besoin d'être prononcées parce qu'elles se montrent dans la façon dont quelqu'un désherbe un jardin à côté de vous. J'ai écrit sur le pardon qui ne signifie pas oublier, mais signifie choisir maintenant plutôt que jamais. Le post est allé en ligne cette nuit-là, et en 1 heure, il avait été partagé par des milliers de personnes. Pas pour le drame, mais pour l'espoir. Des femmes m'ont écrit « Ma fille est aussi partie. Peut-être qu'il est encore temps. » D'autres ont dit « J'étais cette fille. J'avais besoin d'entendre ça. » Je n'ai pas pleuré en les lisant. Mais j'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant le battement d'un cœur qui avait été autrefois brisé et qui maintenant sonnait comme un foyer à nouveau. Le lendemain matin, Liora est arrivée avant que le soleil ne se soit complètement levé. Elle portait des gants de jardinage enfoncés dans sa poche arrière, un panier sous un bras, et pas de maquillage sur son visage pour la première fois depuis des années. Ses yeux étaient clairs. Pas creux, pas répétés, juste stables. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas appelé. Elle est venue par l'arrière, tout comme je le faisais quand j'étais une fille visitant la maison de ma grand-mère. Everett et moi étions déjà dans le jardin, sirotant du café dans des tasses ébréchées et admirant la première fleur sur le rosier que j'avais planté le jour où j'avais quitté sa maison. C'était une fleur rouge profonde, résiliente, fière, vivante. Quand elle a franchi la porte du jardin, je lui ai tendu la petite bêche sans un mot. Elle l'a prise. Nous avons travaillé côte à côte pendant près de 2 heures, et pas une fois nous n'avons parlé du passé. Les petits pois avaient besoin d'être éclaircis. Les oignons avaient besoin d'être récoltés. La vie avait besoin d'être entretenue. Nous n'avions pas besoin de discuter de Dorian. Je savais que c'était fini. Non pas parce qu'elle l'avait dit, mais parce qu'elle avait cessé de se comporter comme quelqu'un demandant la permission. La femme à côté de moi maintenant n'était pas la même que celle qui se tenait dans sa porte, les bras croisés, les lèvres serrées, et qui disait que je serais mieux dans une maison de retraite. Cette femme était crue. Elle était dépouillée des masques et du mariage et de l'image qu'elle avait autrefois protégée à tout prix. Quelque part dans le chaos de me blesser, elle s'était perdue aussi. Mais maintenant elle retrouvait son chemin, pas vers le passé, mais vers le genre d'avenir que l'on plante une racine à la fois. À midi, Everett avait sorti de la limonade et s'était assis sur le porche pour nous regarder avec un émerveillement tranquille. « Vous deux ressemblez à quelque chose sorti d'un poème » a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Comme une seconde chance écrite dans la terre et le pardon. Liora a souri, et cette fois, j'ai souri en retour. Pas un petit. Un sourire complet, ouvert, réel. J'ai senti que les muscles de mon visage se souvenaient de la joie. Et la tension dans ma poitrine, celle que je portais depuis la nuit où ils avaient verrouillé la porte, a finalement commencé à se desserrer. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner pour nous trois. Des légumes rôtis, du pain de maïs, et le dernier des gombos de la parcelle d'été. Liora a mis la table sans qu'on le lui demande, fredonnant la même chanson que je chantais quand je la baignais bébé. Everett a allumé une bougie et l'a placée au milieu de la table comme si nous célébrions quelque chose de tacite. Et peut-être que c'était le cas. Pas la réconciliation. Pas complètement. Mais un début. Un début fragile, plein d'espoir, enraciné. Après que la vaisselle ait été lavée et rangée, Liora a demandé si elle pouvait rester la nuit. Pas pour toujours, a-t-elle dit rapidement. Juste cette nuit. Je ne veux pas encore retourner dans cet appartement vide. J'ai acquiescé. La chambre d'amis est propre. La fenêtre coince un peu, mais tu te débrouilleras. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans ma chambre écoutant le grincement des vieux tuyaux et le son d'Everett fredonnant pour lui-même dans le couloir, j'ai réalisé que je n'attendais plus. Pas en attendant d'être nécessaire. Pas en attendant d'être appelée. Pas en attendant d'être aimée d'une façon que je comprenais. J'étais aimée. À ma propre façon. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver Liora assise sur les marches de devant, enveloppée dans le vieux peignoir en flanelle d'Everett, fixant le lever du soleil. Elle s'est retournée quand elle a entendu mes pas. « Tu es debout tôt, ai-je dit. » Elle a acquiescé. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser.
Tu avais raison. À propos de la confiance. À propos de comment ce n'est pas une porte que l'on traverse, c'est une porte que l'on construit. Je me suis assise à côté d'elle. Ça prend du temps, ai-je dit. Et de la patience. Et du travail. Elle a acquiescé à nouveau. Je suis prête à faire tout ça. Elle m'a regardé, sa voix plus calme maintenant. Même si je ne rentre jamais dans ton cœur comme avant. J'ai pris une longue respiration. Peut-être que la version de moi dont tu te souviens n'est plus là. Mais quelque chose de nouveau pousse à sa place. Si tu l'arroses, si tu restes, tu pourrais l'aimer encore plus. Ce jour-là, j'ai écrit mon dernier billet de blog avant de transformer la collection en manuscrit. Je l'ai intitulé « La floraison après l'orage ». J'y parlais de la douleur qui n'est pas effacée mais rempotée. J'ai parlé de jardins qui échouent et repoussent plus fort. J'ai parlé de filles qui perdent leur chemin et de mères qui cessent de les poursuivre, pour que les filles apprennent à revenir d'elles-mêmes. J'ai terminé le billet par une phrase. Vous n'êtes pas trop tard, si vous êtes prêt à rester. Le post est devenu viral, encore. Mais cette fois, je n'ai pas vérifié les commentaires toutes les heures. Je n'ai pas actualisé l'écran à la recherche de validation. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis versé une tasse de thé, et je suis sorti dans le jardin où Liora attendait déjà, ses mains profondément dans la terre, le soleil réchauffant son dos. Je l'ai rejointe. Et ensemble, nous avons pris soin des choses qui avaient encore une chance de fleurir. L'automne s'est installé avec une autorité tranquille. L'air s'est aiguisé le matin, et l'odeur de la fumée de bois et des feuilles tombées dérivait à travers le porche arrière d'Everett comme un souvenir. Le jardin a commencé son lent retrait vers le repos. Les tomates se sont ratatinées, les vignes se sont recroquevillées, les tiges de lavande maintenant sèches et cassantes. C'était la saison pour arracher des choses et laisser aller. Et pourtant, quelque chose en moi se sentait plus plein que durant toute l'année. Peut-être même plus plein que depuis une décennie. Liora continuait à revenir. Pas tous les jours. Mais assez souvent pour que l'espace entre nous commence à ressembler à nouveau à de la camaraderie, pas à de la tension. Nous ne parlions pas beaucoup du passé, mais dans ses gestes, se présentant tôt pour nettoyer les outils, laissant de petites notes sur le réfrigérateur, apportant des livres que j'avais mentionnés une fois il y a des années, j'ai commencé à sentir les excuses qu'elle ne pouvait pas encore dire à haute voix. Mais finalement, elles sont venues. C'était un mercredi. Le ciel était couvert, le genre de gris qui vous donne envie de rester au lit, mais le genre que j'avais appris à aimer. Liora est arrivée avec 2 tasses de café, la mienne exactement comme je l'aimais, forte avec une goutte de lait. Nous nous sommes assises sur le porche tandis que le vent passait à travers les arbres. Elle a tendu la main dans la poche de son manteau et a sorti un morceau de papier plié. « J'ai écrit quelque chose » a-t-elle dit. Je ne sais pas comment le dire autrement sans tout gâcher, alors je l'ai écrit. Je n'ai rien dit, j'ai juste acquiescé. Mon cœur s'était arrêté. Elle a déplié le papier avec des doigts tremblants et a commencé à lire. « Maman » a-t-elle dit. Je ne sais pas qui j'étais quand je t'ai laissé partir cette nuit-là. Je pensais être fatiguée, mais maintenant je sais que j'avais peur. Peur qu'on me dise que j'échouais en tant qu'épouse, fille, femme. Dorian m'a convaincue que te laisser partir me ferait me sentir plus légère. Mais tout ce que ça a fait, c'est me faire sentir vide. Je ne t'ai pas seulement trahi. J'ai trahi la partie de moi qui avait encore besoin de toi. Et je suis désolée. Pour la porte. Pour le silence. Pour la façon dont j'ai utilisé ta force contre toi. Sa voix s'est brisée, et elle a baissé le papier. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Pas comme une punition, mais comme une révérence. Parce que certains mots ont besoin d'espace pour respirer après avoir été prononcés. Finalement, j'ai dit, je sais. Et je le pensais. Je savais. Depuis le jour où elle avait pris la bêche. Depuis la nuit où elle était restée pour dîner sans attendre de grâce. Elle s'excusait, à sa manière. Mais entendre les mots comptait encore. Les entendre rendait la guérison réelle. J'ai tendu la main et l'ai posée sur la sienne, et pour la première fois depuis qu'elle était adolescente, elle n'a pas tressailli. Elle a tenu bon. Fermement. Ce week-end, nous avons organisé une fête des récoltes dans le jardin. Clara a aidé à la mettre en place, et Everett a construit un petit treillis en arche à partir de bois récupérés et de fleurs. Toute la ville était invitée. Des femmes du cercle de tricot sont venues avec des écharpes épaisses et des bottes solides. Certaines ont amené leurs filles. Quelques-unes ont amené leur mère. Il y avait du cidre chaud, des paniers d'herbes séchées et de légumes rôtis,
et au centre de tout cela, une table de lecture. C'est là que je me suis tenue et j'ai lu un extrait de mon prochain livre, Les Lettres du Jardin. Mes mains tremblaient au début, mais dès que j'ai levé les yeux et vu les visages qui regardaient, certains pleurant, certains acquiescent, tous écoutant, je me suis stabilisée. J'avais été autrefois une femme que personne ne remarquait. Maintenant j'étais entendue. Liora était assise au premier rang, à côté d'Everett, ses yeux fixés sur les miens. Et quand j'ai lu le dernier passage, ses larmes sont venues librement. Nous n'obtenons pas toujours les filles dont nous avons rêvé, ou les mères que nous avons imaginées. Mais parfois, si nous avons de la chance, nous obtenons une seconde plantation. Une qui pousse plus forte parce que nous savons maintenant avec quelle facilité les racines peuvent être arrachées. J'ai fermé le livre. La foule s'est levée pour applaudir, mais ce n'était pas tonitruant. C'était chaleureux, humain, comme la pluie sur un sol sec. Plus tard dans la soirée, après que le dernier invité soit parti et que le ciel soit devenu violet avec la promesse de gel, Liora est restée. Elle se tenait près du figuier qu'Everett avait planté. Il n'avait pas encore porté de fruits, mais nous avions vu des bourgeons. Elle a tracé l'écorce avec ses doigts et a dit doucement, « Il pousse ». Je me suis tenue à côté d'elle. Nous aussi. Elle s'est tournée vers moi, les yeux doux. J'avais peur que tu ne veuilles plus jamais de moi. Je l'ai regardée, plus âgée maintenant, plus elle-même que je ne l'avais jamais vue. Je ne voulais pas de la version de toi qui m'a quittée. Mais celle qui se tient ici maintenant, elle est la bienvenue. Pas seulement dans mon jardin. Dans ma vie. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'en avions pas besoin. Au lieu de cela, nous nous sommes agenouillés ensemble à la base du figuier et avons ajouté un anneau de terre fraîche. Alors que nous le lissions en place, j'ai murmuré, « Tu n'es pas trop tard ». Et de sa voix tranquille, elle a répondu, « Toi non plus ». La première fois que j'ai vu mon livre sur une étagère de magasin, j'ai failli passer devant. Pas parce qu'il n'était pas remarquable, il l'était. La couverture était une douce aquarelle d'une rose en fleurs poussant du béton fissuré, et mon nom, Odessa Mérin, était imprimé en lettres audacieuses mais élégantes en bas. Mais je n'étais pas habituée à me chercher. J'avais passé tant d'années à être l'arrière-plan, à être le soutien, à être maman ou madame ou cette gentille dame âgée qui aide à l'église. Maintenant, j'étais auteur. Le mot ne semblait pas réel jusqu'à ce que je touche la tranche et tire doucement le livre de l'étalage. Le voilà, les lettres du jardin, ce que nous enterrons, ce que nous faisons pousser. La vendeuse derrière la caisse a souri. Celui-là se vend vite, a-t-elle dit, sans me reconnaître. Les femmes disent que ça a changé leur façon de voir leur mère. Je lui ai souri en retour, tranquillement submergée. Ça a changé ma façon de me voir aussi, ai-je murmuré. Clara était venue avec moi, téléphone à la main, enregistrant tous mes mouvements comme si j'étais une célébrité locale. Regarde-toi, tante, a-t-elle rayonné, balayant la caméra autour. Prochaine étape, le club de lecture d'Oprah. J'ai ri. Pas parce que je le croyais, mais parce que sa fierté semblait plus grande que le moment lui-même. Liora était censée nous y rejoindre, mais elle était en retard. Je n'étais pas surprise. Elle avait commencé à prendre des cours au collège communautaire, écriture, cuisine, même prise de parole en public. Elle a dit qu'elle voulait découvrir qui elle était au-delà de l'épouse de quelqu'un, de la fille de quelqu'un. Je l'ai soutenue. Tranquillement. De loin. Je ne l'ai pas étouffée de louanges. Je l'ai laissée grandir dans sa propre lumière cette fois. Quand elle est finalement arrivée, essoufflée et les joues roses d'avoir couru dans le froid, elle portait un bouquet de tournesols. Ils avaient ceci au marché fermier, a-t-elle dit, un peu gênée. J'ai pensé qu'ils te ressemblaient. Je les ai pris, une vague chaude de souvenirs remplissant ma poitrine. Je me suis souvenue quand elle avait 9 ans et m'avait apporté un seul pissenlit avec le même sourire fier. À l'époque, je l'avais épinglé au-dessus de l'évier jusqu'à ce qu'il se transforme en poussière. Merci, ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. Le magasin m'avait proposé un petit événement de lecture, juste quelques chaises près de la cheminée à l'arrière, rien de fantaisiste. Mais les gens sont venus. Pas seulement de vieux amis, mais des étrangers. Une jeune femme avec son tout-petit. Un homme dans la soixantaine qui a dit que sa mère était morte avant qu'il ne puisse jamais dire désolé. Une infirmière qui travaillait dans un établissement de soins et m'a dit « Votre livre a changé ma façon de parler à mes patients ». Une femme, à peine 30 ans, s'est agenouillée à côté de moi après la lecture et a dit « Ma mère et moi ne nous sommes pas parlé depuis des années. Je vais lui envoyer votre livre. Peut-être que ce sera l'appel dont nous avons besoin. »
J'ai tendu la main vers la sienne, et nous nous sommes juste tenus là. Pas besoin de plus de mots. De retour chez Everett ce soir-là, nous trois, lui, Liora et moi, étions assis sur le porche à boire du cidre tandis que le vent arrachait les feuilles des arbres. C'était comme si la vie avait basculé dans une nouvelle saison, pas seulement à l'extérieur, mais en moi. Je n'étais plus seulement en train de reconstruire. J'avais construit quelque chose. Un pont entre les générations. Une carte pour les femmes comme moi qui avaient été rejetées et incomprises. Et plus encore, j'avais construit une version de moi-même qui n'avait plus besoin d'être invitée ou de revenir. J'appartenais ici. Pleinement. Les gens vont en vouloir un autre, a dit Everett, me poussant doucement du bras. Une suite. Tu as commencé quelque chose, Odessa. J'ai levé un sourcil. J'ai commencé un jardin. Tout le reste a juste poussé à partir de là. Liora a souri. Peut-être que le prochain devrait être sur la façon dont les filles retrouvent leur chemin vers la maison. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Elle ne l'a pas dit pour la galerie. Elle l'a dit parce qu'elle le pensait. J'ai acquiescé. Peut-être que tu l'écriras avec moi. Ses yeux se sont élargis. Tu le penses vraiment? Si tu es prête à dire la vérité, ai-je dit, souriant doucement, même les parties désordonnées. Elle n'a pas hésité. Je pense que c'est la seule façon de la raconter. Nous sommes restés assises là alors que le soleil plongeait sous les collines, le jardin calme pour la nuit, le figuier nu mais debout fort. Il n'avait pas fructifié cette année, mais il avait tenu à travers les tempêtes et le vent et le poids des attentes. Parfois, survivre est l'histoire. Et parfois, la survie n'est que le sol. Plus tard cette nuit-là, avant de me coucher, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé le clair de lune draper la cour d'argent. J'ai pensé aux années que j'ai données. Celles que j'ai perdues. Et celles qui m'attendaient encore, pleines de voix que je n'avais pas encore rencontrées. J'ai murmuré dans le noir, merci de ne pas m'avoir laissé disparaître. Que je parle à Dieu ou au jardin ou juste à la partie forte et têtue de moi-même, je ne savais pas. Mais je l'ai senti répondre. Tu n'étais jamais censé disparaître. Tu étais censé grandir. C'était un mardi tranquille quand le passé est venu frapper. Littéralement. 3 coups doux à la porte d'entrée. Je venais de finir de plier le linge quand je les ai entendus, mesurés, presque hésitants, comme si la personne de l'autre côté n'était pas sûre d'appartenir là. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau et j'ai failli laisser tomber la pile de serviettes dans mes mains. Debout sur le porche, vieilli mais reconnaissable, se tenait Raymond Hollow, mon frère. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 30 ans. Il avait l'air différent maintenant, plus mince, gris aux tempes, ses épaules autrefois imposantes maintenant légèrement affaissées sous le poids de l'âge. Mais ses yeux étaient les mêmes. Bleu-gris, perçants, et remplis d'un mélange de honte et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à la nostalgie. J'ai ouvert la porte lentement, pas sûr si j'étais prête. Raymond, ai-je dit platement. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Il a donné un faible sourire coupable. Tu te souviens de moi? Malheureusement, ai-je dit, les bras croisés. Il a regardé vers le bas, puis vers le haut. Puis j'entrai. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. J'ai pensé à la dernière fois que je l'avais vu, la dispute après les funérailles de notre mère, les accusations, la trahison au sujet du testament. Il avait pris ce qui était destiné à nous deux. Vendu la maison. Disparu. M'avait laissé prendre soin de notre mère pendant qu'il partait construire sa nouvelle vie. Je pensais avoir enterré cette blessure profondément. Il s'avère qu'elle attendait juste de fleurir. Le porche est bien, ai-je finalement répondu. Nous pouvons nous asseoir ici. Il a acquiescé et s'est assis dans la chaise en bois à côté de la mienne. Le vent a fait bruisser le figuier à proximité, maintenant dénudé de feuilles mais fort dans sa posture. J'ai lu ton livre, a-t-il dit, les yeux évitant toujours les miens. Clara me l'a envoyé. Ma bouche s'est resserrée. Elle n'en avait pas le droit. Si, a-t-il dit doucement. Ça m'a ouvert les yeux, Odessa. Ça m'a fait me souvenir de choses que j'ai essayé d'oublier. Je n'ai pas été gentil avec toi. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai pris une longue respiration, régulière et froide. C'est un euphémisme. Il a lentement acquiescé. Je suis venu m'excuser. Pas parce que je m'attends à ce que tu me pardonnes. Mais parce que j'avais besoin de te le dire en face. Je l'ai regardé durement. Pas comme une sœur regarde un frère. Mais comme une femme regarde l'homme qui lui a fait croire qu'elle devait tout porter seule. J'ai élevé Liora tout en nettoyant les bassins de notre mère, ai-je dit.
Tu étais en Arizona, envoyant des chèques sans adresse de retour. Tu m'as laissé devenir invisible pour toi. Il a tressailli. Je sais. J'étais égoïste. Je ne savais pas comment gérer sa mort. Toi si. Tu as toujours été plus courageuse que moi. Le mot courageux ne semblait pas un compliment. Il semblait une excuse. Mais je l'ai laissé là. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi après toutes ces années? Il m'a regardé dans les yeux. Parce que ton histoire m'a fait me souvenir que j'ai encore une sœur. Et parce que mon fils, ton neveu, veut te rencontrer. Mon souffle s'est arrêté. J'avais oublié qu'il avait même un fils. Il a 23 ans maintenant. Dit qu'il ne connaît pas grand-chose du côté mérin. Je lui ai dit que c'était ma faute. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'enchevêtrement de rage et de chagrin se desserrer légèrement. Pas disparaître. Mais changer. Nous sommes restés assis là un moment, en silence, laissant les décennies s'étirer et respirer entre nous. Everett est sorti brièvement, a vu la tension, et est discrètement rentré. Il savait que j'avais besoin d'espace. Liora a jeté un coup d'œil depuis le jardin, a vu l'expression sur mon visage, et a choisi de ne pas interrompre. Tout le monde avait appris que la guérison a son propre rythme. Personne ne pouvait la précipiter, pas même ceux qui l'avaient brisée en premier lieu. Finalement, j'ai dit, tu peux rester pour le déjeuner. Pas le pardon. Juste de la soupe. Il a acquiescé. J'aimerais ça. Et pour la première fois en 3 décennies, mon frère m'a suivi dans ma maison, non pas comme un voleur de mémoire, mais comme un homme espérant être laissé entrer. Au déjeuner, nous avons parlé avec prudence. Du passé. De ce que nous avions perdu. De qui nous étions devenus. Il m'a montré des photos de son fils. Il a demandé à voir le jardin. Je l'ai laissé y marcher seul, touchant les feuilles comme des artefacts. Et quand il a atteint le figuier, il s'est retourné vers moi et a dit « C'est drôle comment cette petite chose a survécu au froid. » J'ai souri. Il a été planté tard, mais il a pris racine. Il a acquiescé. Tout comme toi. Cette nuit-là, après son départ, je me suis assise avec Everett et Liora sur le porche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste dit « Il est revenu. » Liora a tendu la main et a touché la mienne. Moi aussi, a-t-elle dit. Everett a ajouté. Et tu étais là à attendre. C'est la partie la plus difficile. J'ai regardé la lune, haute et ronde, et j'ai murmuré. Je n'attendais pas. Je grandissais. Il devait juste rattraper. Le matin après le départ de Raymond, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre. Pas d'adresse. Juste mon nom, écrit dans sa vieille écriture inégale. Je l'ai ouverte sur le porche, café dans une main, le soleil levant réchauffant mes jambes à travers l'afghan drapé sur mes genoux. À l'intérieur se trouvait une note, pas plus de quelques lignes. Merci pour la soupe. Et pour la chance. J'ai parlé de toi à Théo. Il veut te rendre visite. J'espère que c'est d'accord. J'ai plié lentement la lettre et l'ai glissée à l'intérieur de la couverture avant de mon livre, à côté des excuses de Liora. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre maintenant. Qu'il vienne. Qu'il voie le genre de femme que j'étais devenue, pas seulement la sœur qu'il avait laissée derrière. Cet après-midi-là, je me suis tenue devant un miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Non pas parce que j'avais changé du jour au lendemain, mais parce que je m'étais revendiquée. Les lignes sur mon visage n'étaient pas seulement des rides, c'étaient des déclarations. La courbe de ma colonne vertébrale, l'argent dans mes cheveux, la douceur dans mes bras, c'étaient les parties de moi que la maternité avait façonnées. Mais je n'étais jamais juste la mère de quelqu'un. J'étais une vie entière, pleine et inachevée. Je n'ai pas élevé Liora pour qu'elle soit parfaite. Je l'ai élevée pour qu'elle soit réelle. Et maintenant, peut-être pour la première fois, elle me voyait de cette façon aussi. À la bibliothèque du centre-ville, ils avaient mis en place une petite exposition appelée Voix du Porche, une exposition d'auteurs âgés dont les histoires avaient touché la communauté. Mon visage, avec 5 autres, était suspendu en portrait noir et blanc. Chacun avec une citation. La mienne disait « Il pensait que j'avais disparu. Mais je m'occupais seulement du jardin. » Les gens passaient lentement, pensivement. Une petite fille a demandé à sa mère qui j'étais. C'est la dame qui a écrit sur le fait d'être courageuse quand les gens l'ont oublié, a murmuré la mère. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas corrigé.
Je me suis juste tenue tranquillement au bord de la pièce et j'ai souri. Ce soir-là, Liora et moi avons cuisiné ensemble pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Elle a coupé des oignons pendant que j'épluchais de l'ail, nos mouvements synchronisés comme si nous n'avions jamais été séparés. Elle a demandé si nous pouvions organiser un dîner pour certaines des femmes qui m'avaient écrit, des mères éloignées de leurs enfants, des filles essayant de reconstruire des ponts. Nous pourrions en faire un repas partage, a-t-elle dit. Pas de jugement, juste des histoires. J'ai acquiescé. Appelle ça ce que c'est, un rassemblement de femmes qui ont choisi de ne pas disparaître. Elle a souri. Nous ferons des cartes de place. Tu les aimes? J'ai ri. Oui. Parce que tout le monde mérite de savoir qu'il y a un siège qui les attend. Plus tard, après que la vaisselle ait été lavée et que la cuisine sentait la cannelle et la chaleur, nous nous sommes assises dehors. Le figuier était nu, mais je pouvais voir des bourgeons attendant sous l'écorce. Tu sais, a dit Liora, sirotant son thé, en grandissant, je pensais que tu avais toutes les réponses. Et quand je t'ai vu te briser, ça m'a fait peur. J'ai fixé les étoiles. Ça m'a fait peur aussi. Mais tu veux savoir quelque chose que j'ai appris? Elle s'est tournée vers moi, les yeux curieux. Même les arbres les plus forts se décomposent parfois à l'intérieur. C'est ainsi qu'ils font de la place pour de nouveaux anneaux. Nouvelle croissance. La survie ne signifie pas rester intacte. Cela signifie guérir visiblement. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis fière de toi. Ma gorge s'est serrée. Je suis fière de toi aussi, ai-je murmuré. Et je le pensais, pas parce qu'elle était revenue, mais parce qu'elle avait gagné son retour. Pas avec des mots, mais avec une présence. Avec de la persévérance. Le jour suivant, Théo est venu. Mon neveu. Un jeune homme grand et calme avec un visage doux et un rire nerveux. Il m'a apporté des fleurs sauvages et a demandé à voir le jardin. Nous avons parcouru les rangées ensemble pendant qu'il écoutait, vraiment écoutait, mes histoires. Il n'a pas demandé à propos de la dispute entre son père et moi. Il n'avait pas besoin. Il était là, et c'était suffisant. En partant, il a dit, « Tu me rappelles ma mère. Seulement plus forte. » J'ai souri. C'est parce que ta mère avait encore quelqu'un lui disant qu'elle ne pouvait pas l'être. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. Et dans cette étreinte, j'ai senti un pont se réparer, planche par planche. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais pour commencer à écrire mon deuxième livre, celui-ci avec Liora comme co-auteur, j'ai intitulé le premier chapitre « Je n'ai jamais été seulement la mère de quelqu'un ». Parce que c'était vrai. J'avais été une sœur, une fille, une soignante, une survivante. Et maintenant, enfin, une femme connue selon ses propres conditions. Alors que je fermais le carnet pour la nuit, Everett est venu et a embrassé le haut de ma tête. « Tu sais, a-t-il dit, cette histoire va aider plus de gens que tu ne rencontreras jamais. » Je me suis appuyée contre son épaule. Peut-être. Mais même si elle m'aide juste moi, c'est suffisant. Le jour où le premier chèque de droit d'auteur est arrivé, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé l'enveloppe comme si c'était un étranger demandant à entrer. Pas à cause du montant, bien que je ne mentirais pas, c'était plus que je n'avais jamais imaginé, mais à cause de ce que cela signifiait. Cela signifiait que les gens avaient lu mes mots. Cela signifiait que des femmes que je n'avais jamais rencontrées étaient assises dans leur cuisine, ou dans des salles d'attente d'hôpital, ou dans des chambres vides, serrant le livre que j'avais autrefois écrit dans un chagrin silencieux. Cela signifiait que quelque chose que j'avais planté à partir de la douleur avait fleuri en preuve. Je comptais. Et maintenant, j'avais des choix. Des vrais. Pas seulement la survie. Mais la possibilité. Liora est entrée avec Everett derrière elle, tous deux tenant des sacs d'épicerie. Quand elle a vu le chèque dans ma main, elle s'est figée. Est-ce que c'est? J'ai lentement acquiescé. Le premier. Elle a souri largement. Nous devons célébrer. Everett a levé un sourcil. Avec une tarte. Liora a ri. Avec des plans. J'ai regardé entre eux. Quel genre de plan? Elle a posé les courses et a sorti un papier plié. J'ai réfléchi. Tu as toujours rêvé de diriger un endroit pour les femmes comme toi. Un espace où les personnes qui se sentent invisibles peuvent venir et être entendues. Et si nous le construisions vraiment? Mon cœur s'est arrêté. Comme un centre. Un centre de narration, a-t-elle dit. Des ateliers. Thérapie par le jardinage. Lecture. Une bibliothèque de voix. Une cuisine où personne ne mange seul.
Everett a croisé les bras et a ajouté. Et un jardin, bien sûr. Avec ton nom dessus. J'ai cligné fort des yeux, l'émotion montant. Tu es sérieuse? Liora a acquiescé. J'ai quelques subventions en tête. Je connais une femme au conseil d'administration à but non lucratif. Nous pouvons construire cela ensemble. Tu ne te contentes pas d'être entendue, maman, tu peux donner cela aux autres. J'ai regardé à nouveau le chèque, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'argent non pas comme la survie, mais comme une graine. 3 mois plus tard, nous avons ouvert les portes de la chambre du jardin. Une maison historique convertie à la périphérie de la ville, peinte en vert sauge avec des garnitures blanches et une enseigne à l'avant qui disait « Venez comme vous êtes, partez comme vous êtes censés être ». Des femmes sont venues de partout, certaines jeunes, certaines âgées, certaines traînant des valises derrière elles, d'autres ne portant que le poids du silence. Et chacune d'entre elles a trouvé une chaise avec son nom dessus. Nous avons proposé des cercles de narration, des cours d'écriture de lettres, des repas gratuits, des jardins communautaires, et une promesse. Personne ne serait oublié ici. Le jour de la coupure du ruban, le maire m'a tendu les grands ciseaux et a dit « Odessa, tes mots ont reconstruit plus que toi-même. Ils ont construit un avenir. » Et alors que je coupais ce ruban, j'ai senti des générations derrière moi, ma mère, ma grand-mère, chaque femme qui s'est jamais pliée petite pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre, se tenir plus droite à travers moi. Cette nuit-là, Liora et moi nous sommes assises seules dans la cour, le figuier que nous avions transplanté du jardin d'Everett fleurissant maintenant derrière nous. Je n'aurais jamais pensé voir ça, a-t-elle murmuré. Pas seulement le centre. Nous. J'ai tendu la main pour la sienne. Moi non plus. Mais certaines racines ne poussent qu'après la tempête. Elle a serré mes doigts. Je suis contente que tu n'aies pas renoncé à moi. J'ai secoué doucement la tête. Non, ma chérie. J'ai renoncé à attendre. Et ce faisant, je me suis trouvée. Tu as juste trouvé ton chemin de retour en même temps. Elle a lentement acquiescé. Me pardonnes-tu? J'ai regardé dans ses yeux, adouci avec la même vulnérabilité que j'avais autrefois prise pour de la distance. Oui. Non pas parce que j'ai oublié. Mais parce que nous avons construit quelque chose de mieux que ce qui était. La dernière entrée que j'ai jamais postée sur mon blog s'intitulait « Elle m'a trouvé dans le jardin ». J'y écrivais sur la façon dont parfois, l'amour revient vêtu de vêtements différents, non plus enveloppé dans le devoir ou la tradition, mais portant des gants de travail et tenant des graines. J'ai écrit sur la façon dont les actes les plus forts de rédemption ne sonnent pas comme des excuses. Ils sonnent comme quelqu'un arrachant des mauvaises herbes à côté de vous sans qu'on ait besoin de le lui dire. J'ai terminé le post par une ligne. Le miracle n'était pas qu'il soit revenu. Le miracle était que je sois restée. Maintenant, chaque matin, je parcours les rangées de notre jardin et je dis bonjour à chaque plante comme si c'était une femme que j'étais autrefois, fatiguée, usée, incertaine. Je leur murmure. Vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Parce que c'est le cas. Parce que c'est notre cas. Et c'est là, chers spectateurs, que mon histoire se termine. Non pas avec une porte qui se ferme, mais avec une qui reste à jamais ouverte. Claquette, merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, inspiré, ou vous a rappelé la vôtre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. D'autres histoires puissantes comme celle-ci fleurissent chaque jour. Semi-cœur jaune.